Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer notre troisième match nul d'affilée. Le PSG ne gagne plus en Ligue 1 et pourtant cet après-midi on reprend un point d'avance sur notre dauphin, les Brestois qui ont perdu hier soir à Lens, c'était pas mérité mais ils ont perdu quand même et du coup on passe de 9 à 10 points d'avance sur eux qui resteront nos dauphins à l'issue de cette journée de Ligue 1 quoi qu'il arrive, ce qui vous donne une idée de l'état de ce championnat. Ça fait quasiment un mois qu'on n'a pas gagné, on en est toujours au même point, absolument pas inquiété pour notre titre. Bien sûr, pour nous, le match le plus important, c'est pas celui qu'on débriefe actuellement, mais la Coupe de France qui nous attend mercredi face à Nice. Une équipe qui illustre bien la maladie qui touche notre championnat. Ils ont complètement décroché au classement. Ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas gagné, je crois, c'était début février, leur dernière victoire. Ils restent sur 2 défaites d'affilée, notamment vendredi soir face à Montpellier, équipe qu'on affrontera en fin de semaine, dimanche prochain, avant la trêve internationale, qui devrait faire du bien à certains de nos joueurs. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Bradley Barcola notamment, s'il est sélectionné en A par Didier Deschamps. Hakimi aussi, Gonzalo Ramos pour confirmer sa tendance positive du moment. Et donc cet après-midi, Luis Enrique a aligné un 11 très remanié avec encore une fois Kylian Mbappé sur le banc qui est rentré à la 73e, ce qui est quand même un peu tard. Et le seul choix que je veux discuter, enfin il y en a deux. Déjà Carlos Soler titulaire et qui reste aussi longtemps sur le terrain, c'est quand même une sacrée énigme. Et Keylor Navas en fait. Keylor Navas à la place de Donnarumma. Si tu veux faire tourner ce poste de gardien, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que Navas, si on parle de manière brute, en fait il te fait la même chose que Mbappé. Il part libre dans 3 mois, il a un salaire monstre qui est limite plus problématique que celui d'Mbappé parce que lui Navas il t'apporte rien, il te coûte plus avec évidemment son très mauvais match cet après-midi. Pourquoi lui donner des minutes à lui ? Tu sais très bien qu'il est en pré-retraite et pas à Tenas, par exemple. On se souvient que c'était lui, quand Navas avait les douleurs au lombaire en fin d'année 2023, qui avait joué, qui avait été plutôt bon, notamment au pied. Parce que là, sur les 2 buts, Navas est quand même à incriminer. Et en deuxième mi-temps, dans les airs par moment, il te fait un petit peu peur. Donc j'ai pas trop compris ce choix au niveau des gardiens. Après, bon, c'est une équipe avec Warren relayeur gauche, Ugarte titulaire. Devant, bon, Ramos, Lee, il débute bien son match, mais derrière, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Le PSG, qui comme plusieurs fois cette saison, a eu besoin d'un fait de jeu notable, voire encaisser un but pour cette fois, pour se réveiller. Le Havre, le 3 décembre, tu fais une entame de match collective cataclysmique et il te faut l'expulsion de Donnarumma pour te réveiller et pour faire un bon match au final. Lille, qui est probablement notre meilleur match sur l'année 2024, hors Ligue des Champions, le match de mardi, ils ouvrent le score très rapidement, tu te fais piquer. Et cet après-midi, pareil, la réaction est plutôt bonne. On a beaucoup de dynamisme, un Ramos qui est très présent. Sur corner, on est dangereux, ça c'est à signaler parce qu'au-delà du but qu'on met, il y a une bonne tête de Danilo. Ils sont plutôt bien tirés par Lee Kang-in, même si la passe décisive, c'est pour Hakimi. Ah non, quand c'est un but contre son camp, faudrait vérifier. Mais dans tous les cas, c'est à noter. Et puis derrière, fin de première mi-temps. Mais j'ai envie de dire, comme cette semaine à Anoeta, hein, les Parisiens, à chaque fois, finissent les mi-temps avec un petit creux. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Je sais pas trop. Là, cet après-midi, on n'est pas vraiment revenu des vestiaires. Hein. Tu as essayé avec les entrées de Kolo Muani, Mbappé, Dembélé. Et au final, tu peines à te créer des occasions. Je pense que... encore une fois aussi, la clé de ce match, c'est le milieu de terrain, où on a perdu la bataille. Enfin, il y a un moment, je me suis dit, malgré son erreur et encore une fois un match hakimesque, en fait, Achraf, c'est probablement notre meilleur milieu ce soir. Bon, alors c'est pas compliqué dans le versus avec Carlos Soler. Ugarte, on va revenir. Warren, je l'ai pas trouvé au top finalement. Et on avait en face une équipe avec des caractéristiques qui nous font mal, à savoir des milieux athlétiques qui sont capables de porter le ballon, qui gagnent les duels. Parce que en réalité, Ugarte, il aime le duel. C'est quelqu'un qui fait le travail de l'ombre, machin chouette, tout le discours qu'on connaît. Mais dès qu'un milieu est une petite boule de muscle, fait 2 têtes de plus que lui, c'est quand même très compliqué. Moi, je me souviens de son match à San Siro face à Loftus-Cheek, qui est typiquement ce genre de milieu un petit peu dévastateur. Là, aujourd'hui, on avait des profils assez similaires. Et c'est vrai que c'est sûrement le deuxième gros défaut, le deuxième point faible du PSG cette saison, après les équipes qui viennent nous presser. T'es une équipe qui a un milieu un peu bulldozer et qui presse.
t'es assuré que le PSG va te donner, un but déjà, parce que encore une fois cet après-midi, quelque chose qu'on connaît cette saison, on ne les compte plus, hein, les buts qu'on offre aux adversaires, surtout ceux qui le sont par Hakimi, même s'il y a la responsabilité de Navas aussi sur cette action. Le ballon lui passe 30 cm devant. Donc voilà, finalement, un match qui représente assez bien les défauts du PSG cette saison qu'il va falloir gommer l'année prochaine. Hein, et puis au final, t'as pas réussi à prendre les 3 points. C'est dommage parce que Reims finit avec des crampes et tout ça, ils sont fatigués. Tu tires avec l'entrée d'Mbappé, qui est pas non plus extraordinaire. Il y a juste sa frappe là, la frappe qui tourne pas. Sa spéciale, Colomani, je crois qu'il lui donne sur cette action. Sinon, bon, toutes les autres, c'était des frappes trop molles, trop enlevées. Il y avait de meilleurs choix à faire. Et au final, ça fait ce match nul qui est vraiment regrettable. Après, il faut bien garder en tête que Luis Enrique fait sa composition et même ses changements, hein, parce que quand il fait ses 2 premiers changements, attends, c'est qui sort pour les 2 premiers changements? Je me demande si c'est pas Danilo et Barcola. Donc des mecs qui revenaient de blessures, qui sont assez importants dans l'équipe, tu vois. C'est de la gestion. Hein. Par exemple, Carlos Soler, il sort sur la 2e salve de remplacement, ce que j'ai pas bien compris, parce que Carlos, je veux bien le défendre, mais à un moment donné, faut exister, quoi. Faut pas te cacher, là. C'est incroyable comment le garçon disparaît des matchs. J'ai jamais vu ça. C'est clairement du jamais vu. Bon, alors, passons aux prestations individuelles. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Moi, je commencerai par quelqu'un qui s'est imposé en tant que titulaire sur son mois de janvier, mais qui là reste sur un bon mois très compliqué. C'est Bradley Barcola. Face à Lille, juste avant le match aller contre la Real, il fait une super entrée. Le match aller face à la Real est quand même très compliqué. Son but, je pense que si on est juste, on dit qu'il vient un peu de nulle part, vu le contenu autour. À Nantes, il sort à la mi-temps parce qu'il est pas bon. Rennes, je me souviens plus comment il joue à Rennes, mais dans tous les cas, il n'y a rien de folichon. Monaco, il rentre à la 37e, il est pas bon et il se réveille après l'heure de jeu. Au final, la majeure partie de nos occasions passe par lui. Là, contre la Real Sociedad, il y a juste son centre pour Mbappé et sinon pas grand-chose. Il sort très tôt, à la mi-temps. Et cet après-midi, il est pas bon, il reste au retour des vestiaires. Sa meilleure séquence, justement, je pense, voilà, c'est au retour des vestiaires, où il a son espèce de centre qui est un peu fuyant. Il réussit à passer un dribble à un moment donné parce qu'il n'en passe aucun en première mi-temps, en fait. Il est ultra prévisible. Et là où je m'arrête sur lui aujourd'hui, c'est parce qu'il était dans des conditions très favorables. La Real Sociedad, ils avaient un plan. Contre Monaco, pareil, il y avait beaucoup de monde. Là, il était en 1 contre 1. Il y avait beaucoup d'espace. Et au final, on se rend compte que c'est un joueur qui a une palette en matière de feinte, de dribble et tout ça, qui est pas très élargie. Et ça fait quand même un mois où tu peux légitimement te demander en fait s'il a les capacités, sachant que, enfin, c'est une question tout à fait légitime, hein, puisque ça fait un peu plus d'1 an qu'il joue en pro, s'il a les capacités à être régulier au niveau qu'il a affiché en janvier sur toute une saison. Ce qui est évidemment un critère principal pour être titulaire dans ce PSG. Pardonnez-moi de ne pas vouloir baisser mon exigence pour Bradley Barcola, juste parce que il est attachant et parce que c'est vrai, il a un peu de talent, il a du talent, un peu, je suis dur avec lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, ça renforce mon idée que je dis depuis des semaines sur la chaîne, à savoir cet été, si on peut recruter un ailier, en fait, un ailier type Dembélé, mais à gauche, le pendant de Dembélé à gauche, qui va faire des différences parce que de l'autre côté, aujourd'hui, je vous dis, oui, Barcola avait des situations de 1 contre 1, il n'était pas pris à 2, il avait beaucoup d'espace, mais finalement, est-ce que ces caractéristiques ne collent pas avec son profil? Parce que on peut retourner la question en se disant, mais Barcola, c'est peut-être aussi un ailier qui a besoin de présence, d'échanger, plutôt que de dribbler tout seul, en fait. Hein, quand il repique dans l'axe, c'est pas très académique. À un moment donné, il repique, il va s'empaler sur un défenseur et au final, ça fait un contre rémois. Alors, dans cette dimension-là, on peut se dire, donc oui, cet été, recruter peut-être un ailier qui va plus repiquer et tout ça. Kvara, j'en fais la propagande depuis longtemps. Aussi, si on veut rester sur Barcola et être un peu plus positif,
le retour de Nuno Mendes, quasi arrivé, va lui faire du bien. Parce que Nuno, c'est quelqu'un qui te propose des débordements, qui va te permettre d'attaquer en supériorité numérique certaines phases. Peut-être que Nuno a peut-être plus d'appétence que Barcola dans les 1 contre 1. Il fait une superbe action dans des petits espaces en fin de match, Nuno dans la surface. Je suis pas sûr que Barcola la fasse, celle-là, par exemple. Donc peut-être que les deux peuvent être très complémentaires, hein, avec un Barcola qui échange avec Nuno, avec aussi peut-être un milieu qui s'entend bien avec lui. Rappelons que ces bons matchs cette saison, c'était aussi avec un milieu où il y avait une complicité. Et là, cet après-midi, avec Warren, a pas vraiment existé. Donc voilà, j'espère pour lui que jeudi, il sera appelé par Didier Deschamps. Mais ça, c'est comme l'info juste après le match aller contre le Real, comme quoi Deschamps, Barcola lui avait tapé dans l'œil. À ce moment-là, je me suis dit, mais ok, il met un super but, hein, c'est peut-être la marque des grands au final de marquer quand tu fais un contenu aussi pauvre à côté. Mais le problème, c'est que le contenu, enfin, il donne pas envie de le sélectionner en équipe de France, quoi. Donc là, voilà, je dis, j'espère qu'il le sera pour que ça lui donne un petit peu un second souffle, une bouffée d'air frais. Et puis on va pas se mentir, première sélection, normalement il devrait pas jouer au point de revenir cramé, parce qu'il y a aussi la question physique, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pas fait pour enchaîner, peut-être aussi qui fait... Enfin, on a vu qu'il a une salle de muscu chez lui, qu'il travaille en plus des entraînements. Peut-être qu'il y a une surcharge de travail. Peut-être qu'il veut prendre du muscle et qu'au final, faire de la muscu à fond, ça empathie sur ses performances, son dynamisme. Je sais pas. Hein, on essaye de trouver des explications, des excuses. Parce que c'est vrai que ce soir, j'ai été quand même un peu déçu. Mais encore une fois, il y a une petite séquence au retour des vestiaires où il fait quelques petites différences. Son pendant à droite, Lee Kang-in. Bon, c'était guère mieux, notamment en deuxième mi-temps. Hein. Je l'ai trouvé quand même un peu à côté. Alors après, sur le début de match, il est bon. Il fait des différences. Il y a des bons dédoublements sur notre bonne séquence. D'ailleurs, c'est lui qui centre sur le deuxième but. Deuxième but qui est magnifique. Hein. Le deuxième but, il est magnifique. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé enfin des caractéristiques qui manquaient au PSG depuis des années. À savoir, déjà, au début de l'action, c'est Beraldo qui porte le ballon, hein, qui fait pas que le renversement, mais qui, avant, porte le ballon sur 20-30 mètres. Donc déjà, un défenseur central qui va fixer. Beraldo l'a fait plusieurs fois cet après-midi, c'est plutôt bon. Lucas l'a fait à un moment donné quand il est passé en central droit sur la fin du match. Bon, ça a fini en 6 mètres pour Reims, mais il est monté. Donc ça fait très plaisir. Enfin, Marquinhos Skriniar, il le faisait pas, quoi. Donc ensuite, le renversement sur Lee Kang-in qui prend l'option centre. Et au-delà des qualités de pur neuf de Gonzalo Ramos, qui sont réels, il y a aussi une certaine présence, parce qu'il n'y a pas que lui dans la surface. On réussit à mettre du monde, donc ça fait plaisir de voir un PSG quand même qui ressemble à une équipe de foot et qui voilà remonte le score. Malheureusement, tu te fais prendre. Oh, le deuxième but de Reims, il est... Alors, instinctivement, il y a Beraldo, effectivement, qui n'a que Diakité à défendre, Danilo qui a personne à défendre et qui au final se fait manger aussi, Ugarte qui est pas sur l'axe de la passe. Enfin, comment cette passe peut transpercer toute notre équipe, quoi. Et puis derrière, Navas, la sortie où il hésite, où il reste, où il y va. Ouais, c'est pathétique. C'est assez pathétique. Après, c'est le genre de but un peu comme Guiri il y a 15 jours où la qualité de la passe voilà, vient nuancer un peu les critiques envers notre équipe, parce que à un moment donné, bon, il y a une super passe, il y a du talent en face, voilà, c'est tout. Parfois les buts, bon, tu les prends, mais là quand même sur chaque ligne, il y a au moins un responsable, quoi. Ugarte, Beraldo, Navas, bon, à un moment donné, ça va, ça suffit 2 minutes. Gonzalo, bien sûr, Gonzalo devant en tant que numéro 9 qui marque, qui confirme sa forme du moment, même si contre Monaco il y a une semaine c'était pas ça, sa mi-temps, son match, puisque Mbappé sera à la mi-temps mais pas lui. Techniquement plutôt bon, quelques remises. Après, quand l'intensité commence à monter, et c'est là où je m'interroge avec lui, hein, je pense que, bon alors là il est à 10 buts, enfin 9 ou 10, bon, je sais plus, mais de toute façon, bon voilà, en Ligue 1, hein, c'est sûr que faire les statistiques est facile, mais le problème c'est qu'après en Ligue des Champions, quand je vois par exemple la passe claquée de Beraldo qu'il est incapable de contrôler, et au final il le fait sur 4 mètres, il perd le ballon, certains ballons qui étaient un peu plus appuyés, avec un peu plus d'intensité, où il se perd complètement, j'ai quand même des interrogations sur ses capacités à évoluer au plus haut niveau, hein, en Ligue des Champions, sur le quart de finale, et c'est pas pour rien que Luis Enrique lui a pas vraiment fait confiance dans cette compétition cette saison. Hein. Je rappelle que Kolo Muani, alors en ce moment il est dans le dur, mais il était titulaire sur nos 6 matchs de poule en Ligue des Champions. Pas Ramos.
Voilà. Donc je pense que voilà, au plus haut niveau, il y a quelques interrogations à avoir. Mais ceci dit, encore cet après-midi, un bon match. Bon, Carlos Soler, je pourrais faire une minute de silence. Ce serait l'analyse la meilleure possible. Après, bon, si on veut être gentil avec lui, sur notre bonne séquence, sur notre début de match, il est plutôt présent aux abords de la surface. Il fait quelques gestes plutôt instinctifs, plutôt bons. On peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant qu'il ne perd pas trop de ballons, qu'il fait des choix très sécures et que, bah ouais, par rapport à un Hakimi par exemple qui te coûte cher, lui te coûte pas grand-chose, à part à la 55e où il fait une passe pas assez appuyée et ça part en contre pour Reims, mais sinon c'est vrai qu'il perd pas trop de ballons finalement. Mais sinon c'est cataclysmique quoi. Là j'essaye de défendre l'indéfendable. Son action en deuxième mi-temps. Attends, c'est là où Luis Enrique il tabasse la tablette en disant la fameuse insulte en espagnol. Si je dis pas de bêtises, ou on a le ralenti juste après là. Je crois que sur cette frappe toute molle, je sais même pas si elle est cadrée, alors qu'il est vraiment à 5 mètres du but Soler. Bon bref, c'est compliqué. Et pourtant dans la surface, bah, je pense que c'est là où il s'exprime le mieux parce qu'il a un espèce d'instinct bizarre qui fait qu'il marque des buts, qui fait des passes décisives. Alors il en a fait l'année dernière, il en a fait en début de saison, là, en octobre quand il était titulaire. Par exemple contre Strasbourg, il fait un match au plein. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, bon, il marque plus trop. Vas-y, Révèle, oh, son match contre Révèle, exceptionnel. L'autre, il l'avait fait passer pour Ronaldinho. Bref, Warren à gauche. Bah, je sais pas, je suis assez mitigé sur son match. Faudrait que je le re-regarde. Il y a eu quelques séquences en première mi-temps où il récupère des ballons, où il est plutôt bon, mais après sinon au duel, il y a des moments où je l'ai trouvé assez mou. Je sais pas, alors c'est vrai qu'il avait fait un bon match mardi en Ligue des Champions, mais là en Ligue 1, c'est vrai que ces derniers temps, j'aimerais quand même retrouver le joueur qui est le leader de cette équipe. Hein. Surtout quand j'entends le PSG qui nous dit vendredi, bah ouais, ça va être la figure de proue du projet. Ouais, bah j'aimerais bien que ce soit vraiment qui retrouve un petit peu cette dimension leader. Alors, Ugarte, lui par contre, Ugarte a beaucoup plus de choses à dire. Il a bien démarré son match, plutôt bon au duel, il en a gagné, d'ailleurs sur la durée du match. Par contre, c'est vrai qu'il y a un trou noir. Et c'est dommage parce que Ugarte, j'ai envie de le défendre. Mais le problème, c'est que comme contre Monaco, il y a une semaine, il a beau faire un bon match, il va rendre des ballons faciles. Il va perdre des duels, tu sais pas trop comment. Et c'est rédhibitoire à ce niveau-là. C'est absolument rédhibitoire. C'est pour ça que Luis Enrique lui fait plus confiance dans les gros matchs, je pense. Et cet après-midi, bah, on a encore eu ça. Hein. C'est une physionomie assez classique des matchs d'Ugarte. Avant la mi-temps, son temps faible est quand même très faible. Après, voilà. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est vrai qu'avec ballon, on l'a un peu moins vu. À un moment donné, il fait un bon renversement, mais sinon, il y a quand même pas grand-chose. Aussi, il touche très peu de ballons. Je crois qu'en première mi-temps, il touche 27 ballons pour une sentinelle, c'est quand même assez peu, surtout dans une équipe qui a 70% du ballon. Attends, je crois que Carlos Soler, il touche même pas 20 ballons en première mi-temps, si je dis pas de conneries. Faudrait reprendre les statistiques, mais enfin, ça vous montre un petit peu l'écart qu'il y a dans cette équipe entre les titulaires et les remplaçants, qui est absolument abyssal. Voilà. Et c'est pour ça que je veux que cet été, on recrute sans avoir aucun scrupule pour quiconque aurait montré cette saison des bons signaux, parce que en réalité, il y a personne qui fait une saison complète et très régulière. Ils ont tous des moments de trou et qui sont très sévères, qui sont très sévères. Même Donnarumma en novembre avec ses erreurs, même Donnarumma. Mbappé, pareil, Barcola, Warren. Donc voilà, si on peut recruter un ailier, si on peut recruter 3 milieux de top classement, je prends parce que City ça marche comme ça, le Bayern ça marche comme ça. Je suis désolé, voilà, c'est tout. Voilà, il y a les meilleurs qui sont sur le banc. Voilà, Phil Foden, il s'est fait sa place avec le temps. Il y a énormément de monde dans cet effectif. Et pour moi, il y a que comme ça que ça marche. J'ai aucune peur et aucune honte à mettre de la concurrence, même si les joueurs sont attachants. Et puis défensivement, alors il y a Achraf qui offre le but. Alors lui, ses 10 premières minutes, c'est exceptionnel, parce que son premier ballon, il le perd, mais Ugarte le récupère très rapidement. Son deuxième, il le perd en pleine surface, et au final, ça fait le tout premier contre des Rémois, où Ugarte revient bien dans sa surface. Ça, c'est une caractéristique qui est un point fort pour lui. Il défend bien sa surface. Il la protège sur les centres. Il fait de bons retours à chaque fois. Contre Rennes, je crois, il avait fait un bon retour, ou contre Monaco, un bon retour avec un tacle en fin de match. Là, pareil, en début de match, il fait vraiment un bon retour sur cette action. C'est Hakimi qui perd le ballon. Et puis sur le but, Hakimi qui revient dans l'axe. Mais comment tu t'orientes vers l'axe avec le ballon dans les pieds? Bon, c'est incompréhensible. Après, comme j'ai dit,
Il y a Navas, le ballon lui passe à 30 cm et tu sais pas pourquoi il le laisse passer. C'est assez incompréhensible. Après, Hakimi se reprend un peu quand même. Il est plutôt bon, comme je l'ai dit. Pour moi, au milieu de terrain, c'était le meilleur ce soir, en fait, par séquence. Donc voilà, après, dans le dernier tiers, bien sûr, il faut plus de régularité. Danilo, à un moment donné, il fait une grosse bourde, mais il se rattrape bien. Je trouve qu'il a plutôt bien défendu sa surface, de la tête, avec les pieds. À un moment donné, Navas lui a dit laisse, et au final, Danilo la prend. Ça m'a fait penser à l'action avec Donnarumma face à Nantes, où visiblement il y avait déjà eu une mésentente entre Danilo et son gardien. Je pense que Danilo, il a pas envie en fait de laisser les ballons au gardien, il préfère les prendre. Beraldo à ses côtés, bon, avec ballon, il a été plutôt bon. Comme je l'ai dit, il a porté le ballon. Hein, ça, c'est vrai que cette semaine, alors les passes, il les faisait sur des positions plus reculées, sans la porter vraiment. Là, voilà, il a réussi à les fixer. C'est autre chose, hein. Avoir la qualité de passe, c'est une chose, mais à les fixer, c'est encore une autre qualité. Et il l'a visiblement. Donc ça fait très plaisir. Après, défensivement, c'est vrai que il y a eu des moments où il a laissé son vis-à-vis se retourner un peu trop facilement, même s'il y a eu aussi pas mal de duels remportés de la tête notamment, hein, sur les ballons en l'air. Là, c'était plutôt pas mal là-dessus dans l'anticipation. Puis après, bon, le but, il est en partie pour lui, en grosse partie pour lui. À gauche, Lucas Hernandez. J'ai trouvé parfois un peu en difficulté face à Ito qui a réussi sur le temps fort de Reims en fin de première mi-temps à centrer pas mal. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de Lucas, enfin mauvaise du coup. Il laisse un peu trop centrer ses vis-à-vis et ça a été le cas cet après-midi. J'ai bien aimé quand il est repassé en défense centrale. De toute façon, ça doit être son poste. Et puis après, on a eu les entrants. Kolo Muani, alors les premiers ballons sont très compliqués. Je me dis c'est pas possible. Barcola est pas bon en ce moment. T'as une vraie ouverture en fait pour essayer de récupérer du temps de jeu de capitaliser un peu. Au final, les premiers ballons sont pas bons. Heureusement, il se reprend sur la fin du match. Hein. Il y a un contre qu'il lance bien, contrôle poitrine, il lance Dembélé. À un moment donné, à gauche, il y a une talonnade qu'il fait super bien pour Warren alors qu'il est lancé. Il donne le ballon à Mbappé sur la fameuse frappe qui passe juste à côté du poteau. Donc il est un peu plus juste sur la fin. Si on peut noter ça pour Randall. Mais après, le début, bon, voilà, ça ressemblait aux entrées qu'il nous a fait en première partie de saison. Où il avait tout l'air d'un alcoolique. Dembélé, bon, son entrée pas... Je sais pas, j'en retiens pas grand chose, tout comme Mbappé. Nuno a fait quelques différences, il a perdu un ballon aussi à un moment donné. Mais voilà, j'ai hâte du match de mercredi pour avoir Nuno titulaire, pour voir cette équipe au complet, essayer de la jauger un petit peu, voir aussi quelle solution Luis Enrique va travailler en perspective du quart de finale de Ligue des Champions. Je pense que mercredi, Hakimi sera pas titulaire, pour justement préparer ça. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain ou après-demain, je pense plutôt mardi, pour l'avant-match PSG Nice, que j'attends vraiment parce que cette Coupe de France, j'ai envie d'aller la récupérer. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur, hein, ça d'aller la chercher. Et puis voilà, une fois que tu as passé cette demi-finale... Oui, attends. Oui, on est en demi, là. On était, attends, 32e, 16e, 8e... Oh, je sais plus, putain. Non, je crois que c'est je crois que c'est qu'un quart de finale. Bref, on va se renseigner. Ciao les amis, prenez soin de vous.